10 milliards de dollars pour une seule fuite. Voici l'anomalie. Le président des États-Unis poursuit l'administration fiscale de son propre gouvernement, l'IRS, le Trésor, les institutions censées protéger les informations les plus sensibles du pays. La plainte déposée à Miami affirme qu'un contractuel interne a pu extraire et diffuser des déclarations fiscales confidentielles, transformant un système de protection en vecteur d'exposition publique. Si l'État n'a pas su protéger les données fiscales du président, que vaut la promesse faite à vous? Ce dossier ne se limite pas à un homme ou à un nom. Il touche au cœur du contrat entre l'État et les citoyens. Vous êtes légalement contraint de livrer vos informations financières. En échange, l'État garantit le secret. Ici, ce secret a cédé. Les plaignants affirment que cette rupture a porté atteinte à une réputation, fragilisé une entreprise et projeté des données internes devant des millions de regards. Mais voici le point que tout le monde évite. Ce n'est pas seulement une fuite, c'est une démonstration de pouvoir. Quand l'État perd le contrôle de l'information, qui décide de ce qui est exposé et qui en paie le prix? Tout commence officiellement par une plainte déposée devant un tribunal fédéral à Miami. 10 milliards de dollars réclamés par Donald Trump, ses deux fils et la Trump Organization contre l'IRS et le département du Trésor. L'accusation centrale est simple en apparence. L'État n'aurait pas respecté son devoir fondamental de protéger des déclarations fiscales légalement confidentielles. Mais ce qui est présenté ici n'est qu'une partie de l'histoire. Les plaignants ne décrivent pas une erreur isolée. Ils parlent d'un schéma. Un contractuel de l'IRS, employé via un prestataire externe, aurait eu accès à des dossiers fiscaux couvrant plusieurs années, incluant l'ensemble des entités détenues par Donald Trump. Ces données auraient ensuite été diffusées à grande échelle, atteignant des millions de personnes. Le cœur du problème n'est donc pas la fuite elle-même, mais le système qui l'a rendue possible. Et voici la question qui change l'angle. Si cette affaire est traitée comme un incident technique, tout s'arrête là. Mais si elle révèle un mode de fonctionnement répété, alors ce procès devient un test pour l'État administratif tout entier. Mais voici ce que personne ne formule clairement. Ce procès n'existe pas seulement pour réparer un dommage passé. Il sert à redéfinir où commence et où s'arrête la responsabilité institutionnelle. La thèse centrale est la suivante. Cette fuite n'était pas inévitable. Elle a été permise. Le dossier pointe un nom précis, Charles Littlejohn, un contractuel travaillant pour l'IRS via une société privée. Selon les faits admis, il a pu accéder aux déclarations fiscales de Donald Trump, de ses entreprises, mais aussi de milliers d'autres contribuables fortunés. Pas une fois, pas par erreur, sur une période prolongée. Il a ensuite extrait ces données et les a transmises à des médias sans être détecté à temps par les systèmes internes. Ce détail change tout. Parce que l'accès n'était pas accidentel, il était autorisé. Les plaignants affirment que Littlejohn pouvait consulter les dossiers de toutes les entreprises liées à Trump. Cela implique un niveau d'habilitation élevé ou un cloisonnement inexistant. Dans les deux cas, le problème n'est plus l'individu, c'est l'architecture. Un système où un contractuel peut aspirer des données fiscales présidentielles sans alerte immédiate n'est pas un système sécurisé. Maintenant, observez ce qui manque. Aucune preuve que l'IRS ait interrompu l'accès avant la diffusion publique. Aucun signalement préventif. La fuite n'a été reconnue qu'après publication. C'est ici que le récit bascule. Parce que si un seul acteur peut agir ainsi, alors la question n'est plus qui a fuité, mais combien d'autres pourraient le faire? À partir de là, la situation cesse d'être un incident isolé et commence à ressembler à une dérive normalisée. Un contractuel externe, un accès étendu, des données présidentielles et aucune barrière efficace avant que l'information ne se retrouve sur la place publique. Ce type de scénario n'est pas censé exister dans un État moderne, et pourtant il s'est produit. Ce qui rend cette affaire plus grave, c'est ce qui a suivi. Les révélations issues des données volées ont été publiées, reprises, débattues, intégrées au cycle médiatique
public, comme si leur origine n'était qu'un détail secondaire. La fuite devient alors un fait accompli. L'État ne reprend pas le contrôle. Il réagit après coup. Ce glissement est essentiel, car lorsqu'un système s'habitue à réparer après l'exposition plutôt qu'à empêcher l'accès, la norme change. Ce qui était exceptionnel devient tolérable. Ce qui était inacceptable devient gérable. L'administration n'est plus jugée sur sa capacité à prévenir, mais sur sa capacité à absorber le choc. Et c'est là que la comparaison implicite apparaît. Dans d'autres époques, une telle faille aurait déclenché une crise immédiate. Ici, elle s'intègre au flux. Mais voici le signal inquiétant. Plus l'État accepte ce type d'échec comme un coup opérationnel, plus il ouvre la porte à la répétition. Et cette fois, l'escalade ne fait que commencer. Puis arrivent les éléments les plus déstabilisants, ceux qui transforment une défaillance administrative en choc politique durable. Les données extraites n'ont pas circulé dans le vide. Elles ont été transmises à des rédactions nationales, puis publiées avec un cadrage précis. Les documents divulgués montraient que Donald Trump n'avait payé aucun impôt fédéral sur le revenu pendant de nombreuses années et seulement 750 $ en 2016 et 2017. Ces chiffres, sortis de dossiers confidentiels, deviennent instantanément des symboles publics. Voici la fracture. L'État affirme protéger la confidentialité. Dans le même temps, ses propres failles permettent que ces informations soient utilisées pour construire un récit national. Les plaignants soutiennent que les données ont été présentées de manière à suggérer des versions de fraude, tout en reposant sur des documents obtenus illégalement. La contradiction est frontale. Les institutions chargées d'empêcher la fuite deviennent, par leur négligence, le point d'origine d'une tempête médiatique. Le dommage ne vient plus seulement de la fuite, mais de l'écart entre ce que l'État promet et ce qu'il permet. Et voici le détail qui change définitivement la lecture. Le contractuel a reconnu les faits et a été condamné à 5 ans de prison. Le crime est établi. Mais la machine qui lui a donné accès, elle, continue de fonctionner. À ce stade, tout s'accélère. D'abord, la condamnation pénale, 5 ans de prison pour le contractuel. Ensuite, la réaction administrative. Le Trésor annule brutalement des contrats majeurs avec le prestataire impliqué, invoquant un échec des garanties de sécurité. Puis vient la reconnaissance officielle. L'IRS admet publiquement que ce qui s'est produit est inacceptable et promet des investissements massifs pour éviter une répétition. 3 mouvements, 3 réponses, mais aucune ne referme vraiment la brèche. La condamnation punit l'individu. L'annulation des contrats sanctionne un intermédiaire. Les promesses de réforme projettent la solution dans le futur. Pendant ce temps, le présent reste inchangé. Les données ont circulé. Le récit s'est installé. Le précédent est créé. C'est ici que la pression monte, car plus les réponses sont fragmentées, plus le contrôle semble diffus. Chaque acteur traite sa part, mais personne ne reprend totalement la main. Le système absorbe le choc sans jamais s'arrêter, et la question devient impossible à éviter. Si cela a déjà eu lieu, si les correctifs arrivent toujours après, que se passe-t-il si cela continue? À ce moment précis, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle vous concerne directement. Parce que le mécanisme est le même pour tout le monde. Vous transmettez vos informations financières parce que la loi vous y oblige. Vos revenus, vos dettes, vos actifs. Vous le faites en partant d'un principe simple. Personne d'autre n'y aura accès. Pas un voisin. Pas un adversaire. Pas un employé mécontent à l'intérieur du système. Mais ici, ce verrou a sauté. Si un contractuel peut consulter, copier et diffuser des dossiers fiscaux d'une telle ampleur sans alerte immédiate, alors la protection ne dépend plus des règles, mais de la bonne volonté individuelle. Et c'est là que le risque devient quotidien. Un conflit interne, une motivation idéologique, une opportunité technique. Il ne faut pas davantage. Le dommage ne se mesure pas seulement en réputation ou en argent. Il se mesure en confiance perdue. Une fois que l'idée s'installe que vos données peuvent devenir publiques, vous commencez à vous comporter différemment. Vous vous méfiez, vous retenez, vous contournez.
Et si cette sensation vous semble familière, dites-le dans les commentaires, car cette affaire ne parle pas d'un nom célèbre. Elle parle de ce que devient un système quand la confiance disparaît. Ce qui permet à ce type de situation d'exister n'est pas un complot, ni un accident isolé. C'est un mécanisme, un empilement d'incitations, de délégations et de routines devenues invisibles. L'État accumule des données à une échelle massive. Pour fonctionner, il externalise. Pour aller vite, il élargit les accès. Et pour éviter les crises, il privilégie la continuité plutôt que la rupture. C'est là que le déséquilibre s'installe. Le pouvoir sur l'information est réel, mais la responsabilité est diluée. Un contractuel agit. Une agence supervise, un département chapeaute. Chacun contrôle une partie, mais personne ne porte le tout. Quand quelque chose casse, le système ne s'arrête pas. Il absorbe, explique, promet, puis continue. Voici l'insight inconfortable. Plus un système est vaste et performant en apparence, plus il dépend de points humains fragiles. Pas par malveillance généralisée, mais parce que la surveillance totale est incompatible avec la vitesse et l'échelle. Le risque n'est pas l'exception. Le risque est structurel. Et tant que l'efficacité primera sur la maîtrise, l'exposition restera possible. La question n'est donc pas si cela peut arriver. Elle est quand et à qui. À partir de maintenant, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est stable. Première possibilité, le procès s'enlise. L'État se défend, invoque les réformes engagées, rappelle la condamnation pénale du contractuel et cherche à réduire sa responsabilité. Le dossier devient technique, procédural, étiré dans le temps. Dans ce scénario, rien ne change vraiment. La fuite devient un précédent lointain, intégré à la mémoire administrative sans transformation profonde. Le système survit, mais la fragilité demeure. Deuxième possibilité, la plainte force une ligne de rupture. Les tribunaux reconnaissent une responsabilité institutionnelle claire, pas seulement morale, mais financière. À partir de là, chaque agence fédérale comprend que les défaillances internes ont un prix mesurable. L'accès se resserre, les délégations reculent, la machine ralentit, mais se durcit. Entre les deux, l'incertitude domine, car même sans verdict, le signal est déjà envoyé. Les données sont devenues un champ de bataille. La confidentialité n'est plus un principe abstrait, mais un risque juridique actif. Et chaque acteur observe le prochain mouvement. La vraie question n'est donc pas ce que dira le tribunal, c'est ce que le système fera avant même qu'il ne parle. Ce procès ne se résume pas à un chiffre ni à un nom. Il révèle une fracture silencieuse. Un État qui exige la transparence absolue de ses citoyens, mais qui peine à protéger ce qu'il collecte. Quand cette protection cède, le dommage ne se limite pas à une fuite. Il redéfinit la relation entre pouvoir, information et confiance. En réclamant 10 milliards de dollars, les plaignants ne cherchent pas seulement réparation. Ils posent une question que le système préfère éviter. Que vaut la confidentialité quand elle échoue au sommet même de l'État? Si la réponse reste floue, alors chaque donnée devient potentiellement exposable, chaque promesse conditionnelle. Ce dossier ne fait qu'ouvrir le premier niveau, car derrière cette affaire se cache un enjeu plus large, qui contrôle réellement l'information à l'ère administrative et qui assume le coût quand le contrôle disparaît. Si vous voulez comprendre ce qui se joue après ce procès et pourquoi cette affaire dépasse largement une simple fuite, abonnez-vous. La suite est déjà en mouvement.